Alors bonjour Yannick. Alors en France, ton actualité c'est surtout Wonder Woman Terre 1, évidemment, dont on va beaucoup parler pendant cette interview. Et je voudrais commencer par la dédicace à ta maman, en fait, que tu avais présentée comme féministe dès la dédicace. Et est-ce que du coup, elle a inspiré un ou plusieurs de tes personnages dans cette BD? En fait, pas directement un personnage, mais je pense que l'esprit est là. D'ailleurs, elle lit absolument pas l'anglais et parce que la version originale en anglais est sortie depuis 1 an et demi, 2 ans même. Puis j'avais fait lire la version en anglais, puis au moins la dédicace, elle comprenait pas, j'avais fait une traduction. Et là, tout récemment, là, j'ai pu lui donner le livre, la version d'Urban qui vient de sortir la semaine passée au Québec, en fait. Elle a finalement eu son vrai comique avec sa vraie dédicace à l'intérieur. Là. Mais oui, en fait, je pense que Montréal, par rapport à l'Amérique du Nord, on est une de ces enclaves de féministes. Que ce soit au niveau du féminisme, mais aussi de l'acceptation des genres, des orientations sexuelles les plus diverses. On est extrêmement libéral, en fait, au Québec, et tout particulièrement à Montréal. Donc, ma mère elle représente bien un peu cette espèce d'état d'esprit, ce niveau d'évolution morale, là. Alors, et toi aussi, tu es présent dans ce comics, en fait, puisque tu es un médecin qui rencontre Wonder Woman, d'ailleurs. Et si, dans la vraie vie, tu devais rencontrer un personnage féminin un peu exceptionnel, qui est-ce que ce serait, alors? Qui est-ce que tu soignerais si tu étais dans la vraie vie? Ouais, en fait, moi, dans le comic, en fait, je suis une espèce de docteur un peu fatigant. Enfin, je suis là pendant quelques pages, tout simplement, mais c'est l'espèce de docteur qui comprend pas trop ce que Wonder Woman fait là. Alors, honnêtement, je me mets jamais dans une position trop avantageuse. Je trouve ça plus rigolo de me mettre comme en méchant d'histoire ou en fatigant. Cela dit, rencontrer un personnage comme Wonder Woman, probablement que je serais beaucoup plus respectueux, en fait, que la version de fiction que j'ai dessinée. Et ce serait Wonder Woman, ta femme idéale, alors, du coup? Probablement, d'une certaine façon, oui. En fait, moi, ma conjointe, qui est d'ailleurs ici à Toulouse, est un peu ma Wonder Woman personnelle. Représente un peu cette espèce de femme forte, là, aussi, là, de tête. Alors en fait, on voit aussi qu'il y a clairement deux visions du féminisme dans ce titre. La vision très isolationniste de Hippolyte, la reine, et puis la vision plus ouverte et plus militante de Wonder Woman. Est-ce que tu as une préférence pour l'une des deux ou En fait, le principe, c'est que je pense que Grant Morrison voulait retracer un peu l'historique du féminisme, et Wonder Woman est particulièrement bien placée pour ça, parce que c'est un personnage des années 40, et dans les années 40, c'était avant le féminisme, en fait, américain. Donc c'est ça, l'histoire de Wonder Woman retrace bien le féminisme, l'évolution du féminisme américain. Dans les années 40, en fait, l'auteur, c'est un espèce de proto-féminisme qui fait juste postuler que si on abandonnait de façon, j'essaie de faire la version française de willingly submitting to a loving authority. Donc, si on abandonnait de façon volontaire à une autorité aimante de la femme, probablement que le monde irait mieux. Ce qui, avec Trump, en fait, semble être l'antithèse de cette proposition-là. Et le monde va pas très bien. Mais ça, c'est un féministe embryonnaire des années 40. Par les années 60, Wonder Woman a fait la couverture de publications féministes beaucoup plus modernes et plus guerroyantes, en fait, parce que par les années 60, le mouvement s'était consolidé, des objectifs avaient été proposé, entre autres l'accession au travail et tout ça. Et bien là, c'était véritablement une guerre pratiquement avec le patriarcat, mais ouverte, où on brûlait les brassières, et c'était nécessaire, en fait, pour accéder à l'étape supérieure. Et probablement, d'une certaine façon, Hippolyta représente cette école-là dans le comic qu'on fait. Et Wonder Woman représente une version plus inclusive du féminisme, où là, on reconnaît que, pour construire une société égalitaire, il va falloir combiner, en fait, et l'homme et la femme dans une espèce
mais c'est ça, de relations, de pouvoir qui semblent plus justes et qui semblent équilibrés. On ne peut pas aller tout simplement d'un côté ou de l'autre. Et Wonder Woman est un peu ce pont-là entre ces générations de vision du monde. Et alors sur le plan justement de retrouver les origines, etc., il y a quand même beaucoup d'hommages à Marston, donc le créateur de Wonder Woman, avec le bandage, le lasso, etc. La recherche de la vérité qui semble effectivement avec le lasso parcourir les pages du comics. Est-ce que oui, c'est la recherche de la vérité, ce Wonder Woman Terre 1, et est-ce que ce lasso symbolise cette quête de la vérité? En fait, peut-être factuellement, dans les pages, l'utilisation du lasso sert d'outil de storytelling. C'est pour passer de... Parce qu'en fait, le comic se passe en 2 temps. Il y a le procès de Wonder Woman sur l'île des Amazones, où là, on l'accuse de fraterniser avec l'ennemi, finalement, le monde des hommes. Et en parallèle, il y a cette histoire de Wonder Woman qui s'en va, qui quitte l'île, qui tente de faire les premiers pas dans le monde, à l'extérieur de l'île. Donc, c'est en 2 temps, et le lasso sert un peu de... À toutes les fois, en fait, si on observe bien, à toutes les fois qu'on passe un lasso dans l'histoire qui serait de tour de case, en fait, on passe d'un temps X à l'autre. Fait que c'est un élément de storytelling. Maintenant, cette espèce de recherche de la vérité-là, il y a certaines personnes, surtout en bande dessinée américaine, où ils s'attendaient de Grant et de moi-même d'aller créer comme une version définitive de Wonder Woman, trouver la vraie essence et tout ça. Et honnêtement, après avoir fait des super-héros pendant plusieurs années, ce que je recherche, en fait, je cherche pas à faire nécessairement la version finale canon qui va établir à jamais. Si l'histoire juge notre travail en ce sens-là, tant mieux pour eux. Nous, c'est vraiment de l'exploration. Et d'une certaine façon, ce qui avait été fait avec Marston dans les années 40 est complètement oublié. Parce que c'est un peu une patate chaude, en fait. Là. On ne sait pas trop quoi faire avec. Wonder Woman, aujourd'hui, si on regarde dans les films, c'est la même chose dans la bande dessinée, c'est beaucoup plus un personnage de super-héros classique comme Batman ou Superman, fort. Il n'y a rien de mal à ça. Et d'une certaine façon, c'est probablement plus compatible avec la sensibilité moderne. Mais le Wonder Woman des années 40 est quelque chose de complètement alien et étrange. Oui, en effet, il y a du bondage. C'est beaucoup plus une histoire d'Alice au pays des merveilles, un peu étrange. En fait, lire les premiers volumes de Wonder Woman, c'est une expérience transcendantale. C'est complètement étrange. Et c'est ça, c'est la première chose que j'ai fait. En fait, on a lu l'origine de Wonder Woman telle qu'écrite par Marston. Et c'est des aventures rocambolesques, des femmes déguisées qui font en fait, c'est vraiment pas de la bande dessinée de super-héros. Et c'est un peu étrange que avec les années, tout ça avait été oublié. Et je pense que c'est parce que c'est cette espèce de sexualité, l'érotisme étrange là-dedans qui... En fait, les Américains ont toujours une difficulté à gérer la sexualité sous toutes ces représentations. Donc, éventuellement, surtout lorsque le personnage est devenu un icône féministe, ils ont comme pas su trop quoi faire avec ça. Ils ont tout simplement tassé cette partie de Wonder Woman. Et Grant Morrison et moi-même, on n'a pas eu peur de ramener en partie au moins ce monde étrange. On verra comment... Enfin, certains ont réagi très bien, certains ont été un peu scandalisés. Enfin, les Américains... La vision de la femme, même s'il y a eu le progrès du féminisme a eu des avancées importantes aux États-Unis, entre autres au niveau de l'accès, il y a encore des disparités importantes au niveau du salaire, par exemple, mais l'accession à l'éducation, tout ça, bon, il y a eu des grands progrès qui ont été faits. Mais au niveau de la sexualité, il y a eu à peu près 0 progrès, et j'en prends pour preuve cette espèce un exemple que je donne souvent, c'est Iron Man, qui est Tony Stark, est maître de sa propre sexualité. Il peut... et on s'est parfaitement accepté aux États-Unis que, Tony Stark, c'est un playboy, il est riche, il y a des top models différentes chaque soir, c'est consensuel. Bon, est-il dépendant affectif? Est-ce que c'est un style de vie complètement sain? Probablement pas, mais c'est son choix et on juge pas. Mais si on met Diana, par exemple, Wonder Woman, qui pourrait facilement avoir un male model différent chaque soir dans son lit, mais là, soudainement, elle n'a pas le droit de ça. C'est comme si la femme devait faire le choix entre soit cette espèce de personnage aimant, un peu basé sur la Vierge Marie, dans la mère, tout ça, qui est un peu la représentation de Wonder Woman des années 80, début 90, une espèce de personnage maternel, aimant, tout ça, mais complètement dépouillé de sexualité, où
si la femme professe un appétit sexuel même modéré, ben là, soudainement, c'est la totale, c'est la débaucherie, c'est la traînée, c'est la putain, et c'est inacceptable. Tandis que l'homme peut choisir qui va être au niveau de sa propre sexualité. C'est un choix que la femme n'a pas. Et ça montre vraiment la disparité, en fait, et c'est typiquement américain. Probablement, c'est peut-être comme ça dans d'autres cultures, mais je dirais au moins que où moi je viens, à Montréal, je pense que les femmes peuvent choisir le type de sexualité qu'ils vont avoir sans être jugées pour autant. Là. Et pourquoi je raconte ça? C'est parfait. Et justement, il y a eu quelques petits changements. Enfin, on a beaucoup revisité les origines de Wonder Woman ces derniers temps. Vous, Greg Rucka, et puis le film Wonder Woman. Et vous avez quand même fait quelques petits changements avec Grant Morrison, notamment Steve Trevor, qui est devenu un afro-américain. Et puis Wonder Woman, qui a d'autres aventures avec d'autres Amazones. Est-ce que ça a suscité beaucoup de réactions? Est-ce que vous avez eu des retours négatifs ou Pas vraiment. En fait, je pense que le fait que le lesbianisme existe sur l'île, même si c'était pas mentionné ouvertement, c'est une évidence quand même après 3000 ans, des femmes qui vivent ensemble, il n'y a pas d'hommes, rien, qui sont en partant des féministes garroyantes, tout ça. Les chances que la sexualité qui s'exprime sur la forme de lesbianisme, d'une évidence qui était criante, puis que ça n'a pas été vraiment exploité ouvertement, encore une fois, parce que les Américains ont des difficultés avec la sexualité, et surtout des sexualités qui sont marginales. Maintenant, nous, on n'a pas eu peur. Je pense qu'on est assez moderne qu'on peut en parler ouvertement, que Wonder Woman peut être facilement bisexuelle au moins. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a changé. Au niveau des origines, certaines personnes tiennent beaucoup à l'origine de la Wonder Woman, qui est une conception purement féminine, dont la mère qui va elle-même, sans l'aide du patriarcat ou de mâle quelconque, forgé avec de la glaise, tout ça. Il y a quelque chose de poétique dans ça qui peut être intéressant. Mais moi, je trouvais que et Grant aussi, en fait, on trouve que c'était peut-être un petit peu tortueux, comme ça ressemble un petit peu à une histoire c'est ça, une espèce de cover-up un peu, là. Et utiliser justement le fait que, Hercule fait partie historiquement de l'histoire de Hippolyta, même avant Wonder Woman, en fait, elle est une des 12 travaux, pas des 6, des 12 travaux d'Hercule, en fait, il devait soumettre cette femme. Et aujourd'hui, on regarde ça d'un point de vue beaucoup plus moderne. On trouve ça épouvantable de cette espèce de gros mâle poilu qui s'en va soumettre une femme et battre un lion et des trucs comme ça. Voyons, c'est complètement monstrueux. Ce travail-là est monstrueux. Et c'est un peu ça qu'on fait. D'ailleurs, dans Wonder Woman Earth One, j'aime bien juxtaposer et l'illustration assez crue et dure de cette réalité-là, de cette espèce de dieu immense et poilu qui soumet cette femme-là. Et en parallèle, des poteries et des illustrations grecques de l'époque qui montrent Hercules comme le héros, en fait, cette espèce de mâle merveilleux qui réussit à... Fait que nous, en fait, on utilise Hercule comme en partie géniteur, probablement plus en fait... Il y a des gens qui ont spéculé qu'il y aurait peut-être eu des relations sexuelles entre les deux avant, ce qui est probablement le cas, en fait, de l'histoire historique. Mais je pense que Grant, c'est pas super clair, mais je pense que Grant, son idée, c'est uniquement qu'on a utilisé pour inséminer Wonder Woman plus comme un arme, maintenant qu'elle avait les gènes aussi de ce demi-dieu. Elle pouvait devenir... elle pouvait abattre les mâles maintenant, par la suite. Là. L'histoire, il faut lire l'histoire pour voir comment ça a évolué dans un autre sens, finalement. Et finalement, c'est quoi? Il y avait une autre modification. Oui, Steve Trevor. En fait, je pense que Grant ne savait pas trop quoi faire avec Steve. Et le fait de le rendre noir permettait de s'attarder au fait que dans le monde moderne, il n'y a pas seulement les femmes qui ont été soumises au joug du patriarcat, il y a aussi des races complètes qui sont passées par cette espèce de soumission forcée, dont surtout aux États-Unis, justement, cette quête de liberté des Noirs et de l'esclavage et tout ça. Donc, ça permettait de faire un parallèle quand même entre ces deux répressions-là. OK. Eh bien, un grand merci, Yannick.